Je m'appelle Léa. Léa Orsini. Si vous connaissez un peu la Corse, l'île de beauté, vous savez ce que signifie le nom de famille Orsini dans cette région. Ce nom n'est pas seulement un nom de famille, c'est la terre, les rochers, les oliviers et surtout l'honneur lui-même. Mais dans l'histoire que je vais vous raconter, il n'y avait aucune trace d'honneur. Du moins au début. Savez-vous ce que vous voyez en me regardant? Une femme au foyer silencieuse et docile, vivant dans une immense villa en pierre sur les hauteurs de Porto Vecchio, choyée par la fortune de son mari, coupée du monde extérieur. Antoine, mon cher. Marie me présentait ainsi au genre Léa. Elle est un peu fragile. Elle n'aime pas beaucoup sortir de chez elle, les foules la fatiguent. C'était un mensonge. Tout cela n'était qu'un mensonge. Je n'étais pas fragile. J'étais prisonnière. Et cette villa luxueuse, dont les murs étaient ornés de tableaux inestimables et devant laquelle étaient garées des voitures dernier cri, était ma prison hautement sécurisée. Antoine. Ah, Antoine. Pour les autres, c'était un promoteur immobilier charismatique, toujours élégant, qui faisait la navette entre Paris et Marseille, un cigare toujours à la main. Mais une fois les portes fermées, ce qui se cachait sous ses costumes en soie italienne n'était qu'un monstre avide. Pour lui, je n'étais pas une épouse. J'étais le verrou qui le séparait du plus grand trésor qu'il souhaitait obtenir. Et il était prêt à tout pour briser ce verrou. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Car ce que vous allez entendre dans quelques instants n'est pas seulement la vengeance d'une femme, mais aussi une leçon de justice. Et activez les notifications, car vous ne voudrez pas manquer la fin de l'histoire d'Antoine. Ce matin-là, même la chaleur torride habituelle de la Méditerranée ne parvenait pas à dissiper le froid qui m'habitait. Antoine parlait fort au téléphone dans son bureau. La porte était entr'ouverte. Il ne parlait pas en corse, mais dans ce français rapide et roulé propre aux hommes d'affaires parisiens. Mais les mots que j'entendais de temps en temps suffisaient à me donner la nausée. Port, permis de construire, chaîne d'hôtel. Et ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. L'endroit dont il parlait était le seul véritable héritage que mon père m'avait laissé, qu'elle a dit Orsini. Ce n'était pas seulement une crique. C'était un paradis intact, au sud de l'île, aux eaux turquoises à couper le souffle, où personne n'osait mettre les pieds. Mon grand-père avait versé son sang pour protéger cette crique. Mon père avait passé toute sa vie devant les tribunaux pour empêcher qu'un seul clou y soit planté. Et maintenant, Antoine voulait brader ce paradis à des investisseurs russes et à ses amis mafieux marseillais pour y construire des tours de béton 5 étoiles. Il raccrocha le téléphone. Ses pas résonnèrent sur le parquet. Lorsqu'il vint me rejoindre sur le balcon, il arborait son sourire faux et écœurant. Il tenait un dossier à la main. « Bonjour ma chérie », dit-il en posant sa main sur mon épaule. Son contact me donnait l'impression qu'un serpent rampait sur ma peau. « Tu regardes encore ces vieux rochers ? Je t'ai dit plusieurs fois de profiter de la vue, ne t'attarde pas sur les détails. » Il posa le dossier sur la table en fer forgé devant moi, à côté de ma tasse de café. Il était intitulé « Contrat de vente préliminaire cession définitive ». « Antoine », dis-je en m'efforçant de ne pas laisser ma voix trembler. Je ne quittais pas l'horizon des yeux. Je t'ai donné ma réponse la semaine dernière. Je te l'ai redonnée hier. Cette crique n'est pas à vendre. Elle ne le sera jamais. Antoine a ri. Mais ce n'était pas un rire joyeux. Il était froid et menaçant, comme le frottement du métal contre le métal. Il a tiré une chaise et s'est assis en face de moi. L'odeur de son parfum coûteux couvrait celle de la mer. « Léa, Léa », dit-il en secouant la tête, comme s'il faisait la leçon à un enfant turbulent. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Tu ne sais pas comment fonctionne le monde. Cette baie n'est qu'un bout de terre vide. Mais quand tu auras signé, ce bout de terre nous apportera une vie à Paris, sur les Champs-Élysées, des comptes en Suisse et un pouvoir illimité. Tes sornettes romantiques sur l'héritage familial ne nous nourrissent pas. J'ai le ventre plein, Antoine, dis-je en le regardant dans les yeux. C'est toi qui n'as jamais assez. Le sourire sur son visage s'effaça soudainement. Il se pencha vers la table, sa voix se transforma en un murmure, mais ce murmure était plus effrayant que ses cris. « Écoute, ma belle, dit-il, ne pousse pas ma patience à bout. Ces investisseurs n'aiment pas attendre. Et je ne suis pas du genre à laisser passer un contrat de plusieurs millions d'euros à cause des caprices de ma femme. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas sortir de cette maison que tu ne sais pas ce qui se passe dehors. Ou plutôt, si, c'est exactement ce que cela signifie. Tandis que tu vis ici, dans cette bulle sécurisée que j'ai créée, je danse avec les loups dehors. » Mes yeux se posèrent involontairement sur le stylo posé sur la table. Je n'oublierai jamais cet instant, cette seconde. Antoine pensait que j'avais peur. Il pensait que je tremblais, que je me sentais impuissant. Il avait raison, j'avais peur. Mais pas de ce qu'il pensait. J'avais peur de cette force obscure qui s'éveillait en moi. Je ne signerai pas, Antoine, ai-je dit. Cette fois, ma voix était plus forte. Antoine a pris le dossier avec force et s'est levé. Son visage était rouge écarlate.
Son masque d'homme d'affaires calme était tombé, laissant apparaître le brigand corse violent qui se cachait derrière. Tu signeras, Léa, a-t-il dit d'un ton méprisant. Que tu le veuilles ou non, ce stylo touchera ce papier. Tu ne me laisses pas d'autre choix. Je l'entendis marmonner en se retournant et en se dirigeant vers le salon. Peut-être que le fait de ne pas être ton tuteur légal est la meilleure chose pour tout le monde. De toute façon, tu ne sembles pas aller très bien psychologiquement ces derniers temps. Mon sang se glaça. Ce n'était pas une menace. C'était un plan. Je l'ai compris à cet instant précis. Antoine ne se contentait pas de me menacer. Il me déclarait mentalement instable. Afin de me priver de tous mes droits et de pouvoir signer en mon nom. Il était sur le point de m'effacer complètement, en sortant du salon. Il claqua la porte si fort que je visse le miroir antique accroché au mur tremblé. Je me suis retrouvée seule. Mais en réalité, je n'étais pas seule. À ce moment-là, j'avais à mes côtés le fantôme de mon père, l'esprit de mon grand-père et les cris silencieux des femmes Orsini qui vivaient sur ces terres depuis des siècles. Antoine me croyait fragile. Il me croyait réduite à un simple faire-valoir qui ne savait que porter de beaux vêtements et l'accompagner à des réceptions. Mais il avait commis une grave erreur. Et cette erreur allait lui être fatale. Antoine ne le savait pas. Mais j'avais enregistré toutes les conversations qui avaient lieu dans cette maison. Toutes les négociations avec ses amis mafieux. Tous les appels téléphoniques avec les responsables municipaux à qui il versait des pots de vin pour obtenir des permis de construire illégaux. J'avais tout enregistré. Et il y avait un secret encore plus grand qu'il ignorait. Un secret des Orsini. Cet après-midi-là, juste après le départ d'Antoine, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus attendre. Je ne pouvais pas le laisser apposer cette fausse signature. Si cette baie était vendue, mon père se retournerait dans sa tombe. Je me suis faufilée dans sa chambre. J'ai ouvert le tiroir qu'il croyait fermé à clé, mais dont j'avais trouvé le double de la clé des mois auparavant. J'ai pris mon passeport et de l'argent liquide. Les clés de ma voiture s'y trouvaient. Cette maudite voiture de sport argentée, celle qu'Antoine m'avait offerte comme cadeau de liberté, mais qui, en réalité, me valait un interrogatoire à chaque kilomètre parcouru. Mon plan était simple, aller à Ajaccio, trouver notre vieil ami de famille, l'oncle Pierre, commandant de la gendarmerie, et lui remettre les enregistrements que j'avais en ma possession. Ensuite, je me rendrais à Paris, là où se trouvait le coffre-fort secret. Mais le destin ou Antoine avait d'autres plans pour moi. Quand je suis descendue au garage, mes mains tremblaient. J'ai démarré la voiture. Le bruit du moteur résonnait dans le garage. Mon cœur battait à tout rompre. Ce n'était pas seulement une fuite d'une maison, c'était une course pour ma vie. Les grandes portes en fer de la villa se sont ouvertes automatiquement. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Lorsque j'ai pris les routes sinueuses et escarpées de Corse, le soleil était sur le point de se coucher et le ciel était teinté de rouge sang. J'ai regardé une dernière fois la maison dans le rétroviseur. Plus jamais, me suis-je dit. Je ne reviendrai jamais là-bas comme une victime. Mais 10 minutes après avoir pris la route, en négociant l'un de ces virages serrés sur la côte, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Le volant. Le volant était étrangement dur. Et la pédale de frein. Quand j'ai appuyé dessus, j'ai senti qu'elle ne répondait pas. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de frein. Je roulais à 80 km/h et devant moi. Il n'y avait que le précipice et la Méditerranée déchaînée. La phrase prononcée par Antoine le matin même résonnait dans ma tête, tu ne me laisses pas d'autre choix. C'était donc ça, l'option. Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'on ressentait en mourant? Je l'ai découvert à cet instant. La mort n'était pas une lumière blanche ni le film de votre vie qui défile devant vos yeux. La mort était le bruit du métal frappant la chair. C'était l'odeur du caoutchouc brûlé et du sang. Et le pire, c'était ce silence absolu, terrifiant. Lorsque les freins ont lâché, je n'avais plus que deux options, soit je fonçais directement dans le précipice et je devenais un cadavre suicidé, dans les profondeurs de la Méditerranée, comme le souhaitait Antoine. Soit je tentais l'impossible et je dirigeais la voiture vers le versant, vers ces buissons corse durs et épineux. Le maquis. En quelques secondes, j'ai pris la décision de ma vie. J'ai tourné le volant de toutes mes forces vers la droite, en direction des rochers. La voiture a fait un tonneau dans les airs. Une fois, deux fois. Le monde s'est renversé. Le crissement du métal s'est mêlé à mes propres cris. Puis, tout s'est arrêté dans un bruit sourd. Quand j'ai ouvert les yeux, le monde était à l'envers. Je sentais le sang chaud couler sur mon front. Mon bras gauche me faisait atrocement souffrir. Il était probablement cassé. Mais j'étais en vie. C'était la première erreur dans le plan parfait d'Antoine. Il n'avait pas réussi à me tuer. Une forte odeur d'essence me monta au nez. Je connaissais cette odeur. Cela signifiait que le temps était écoulé. La voiture pouvait exploser à tout moment. Bouge, Léa, me suis-je dit. Ma voix était rauque. Tu ne mourras pas ici. Tu ne donneras pas cette satisfaction à ce salaud. J'ai tendu la main vers la boucle de ma ceinture de sécurité. Mes mains tremblaient. Mes doigts ensanglantés glissaient.
À ce moment-là, pendant ces maudites secondes, le visage d'Antoine m'est apparu. Son sourire hypocrite. À cet instant, la peur que je ressentais a laissé place à une colère pure. Cette colère m'a donné la force dont j'avais besoin. La boucle s'est ouverte. Je suis tombée sur le sol, sur le toit. D'âmes éclats de verre m'ont transpercé les mains, mais je ne ressentais même pas la douleur. L'adrénaline coulait dans mes veines comme une drogue. Je me suis extirpée par la vitre brisée. En sortant, j'ai vu que la voiture était accrochée au bord du précipice, retenue seulement par les racines de quelques vieux oliviers. En bas, il y avait une chute d'au moins 50 mètres et les vagues venaient se briser sur les rochers. Je me suis éloignée en rampant. Je me suis enfoncée dans les buissons, dans ce maquis épineux. Les épines déchiraient mes vêtements, me griffaient la peau, mais je n'ai pas arrêté. Quand je me suis trouvée à environ 30 mètres de la voiture, il y a eu une explosion derrière moi. J'ai senti la chaleur des flammes dans mon dos. Je me suis retournée et j'ai regardé. Ce cadeau de liberté argenté s'était transformé en boule de feu, et les vieilles racines, incapables de supporter le poids du métal, ont fini par céder. La voiture a roulé dans les flammes, a basculé dans le précipice et a sombré dans la mer. Il n'y avait aucune trace, aucun corps. À ce moment-là, j'ai compris. À partir de cet instant, Léa Orsini était officiellement morte. Si vous pensez que cette histoire se limite à un simple accident, vous vous trompez. L'histoire ne fait que commencer, car une femme est particulièrement dangereuse lorsqu'elle n'a plus rien à perdre. À ce stade, j'aimerais que vous arrêtiez la vidéo et que vous réfléchissiez. Que feriez-vous à ma place? Appelleriez-vous les secours? Ou bien, comme moi, assisteriez-vous à la répétition de vos propres funérailles? Écrivez-moi vos commentaires, car votre réponse déterminera si vous survivrez ou non. Les véhicules de la gendarmerie sont apparus dans le virage. Et juste derrière eux, le SUV noir d'Antoine. Je me suis enfoncée dans les buissons, bien enfoui dans la terre. J'étais sur le point de m'évanouir de douleur, mais je m'enfonçais les ongles dans la paume de ma main pour rester conscient. Je devais les entendre. Antoine est sorti de la voiture. Il ne portait pas les vêtements qu'il avait ce matin-là. Il avait enfilé à la hâte un pull qui convenait au rôle du mari inquiet. À ses côtés se trouvait l'oncle Pierre, le commandant de la gendarmerie. Oncle Pierre a braqué sa lampe torche vers le précipice. Il a regardé les traces de freinage sur le sol. Il n'y a pas de traces de freinage, Antoine, dit l'oncle Pierre. Sa voix me parvenait à travers le bruit du vent. Il a braqué, mais il n'a pas essayé de ralentir. C'est à ce moment-là qu'Antoine a commencé son numéro. Il a pris sa tête entre ses mains et s'est agenouillé. Il était si convaincant que même moi, si je ne l'avais pas connu, j'aurais cru à sa douleur. Je le savais, Pierre. Bon sang, je le savais, s'écria-t-il. Il était très mal ce matin. Il m'a dit, je n'en peux plus, cette vie m'est insupportable. J'ai remarqué qu'il n'avait pas pris ses médicaments, mais j'ai cru que je pourrais l'en empêcher. J'aurais dû cacher les clés. Dame mensonge. Dame mensonge toxique, prémédité, parfait. Voilà donc le scénario, le suicide tragique d'une épouse dépressive, qui avait des problèmes psychologiques et prenait des médicaments. Oncle Pierre posa sa main sur l'épaule d'Antoine. Ne te culpabilise pas, mon garçon. Léa traversait une période difficile. Nous le savions tout. Le savait-il? Qui le savait? Tous ceux qu'Antoine avait manipulés. Antoine se leva. Il s'essuya le visage. Et à ce moment-là, lorsque Pierre se retourna, je vis l'expression sur le visage d'Antoine. Cette expression qui ne dura qu'une fraction de seconde. Il n'y avait ni tristesse, ni larmes. Seulement du soulagement et un léger sourire à peine perceptible. La mer, dit Antoine en regardant vers le bas. Avons-nous une chance de le retrouver? Le courant est très fort, répondit Pierre. Une voiture qui tombe ici. Cela peut prendre des jours, voire des semaines, avant que nous retrouvions le corps. Tu dois t'y préparer. Je comprends, dit Antoine. Sa voix ne tremblait plus. Pour les formalités testamentaires. Je veux dire, combien de temps devrons-nous attendre pour les procédures, pour que les affaires de la société ne soient pas perturbées? Avant même que mon corps ne refroidisse, avant même qu'il ne soit retrouvé, il s'était déjà lancé à la poursuite de l'héritage. Le monstre avait baissé son masque trop tôt. Mais il avait de la chance, oncle Pierre avait interprété cela comme les divagations d'un homme en état de choc. Moi, je savais que c'était le plan d'un tueur de sang-froid. Là, parmi les buissons épineux, alors que je perdais du sang et que je tremblais. J'ai pris une décision. Antoine pensait que j'étais morte. Laissons-le le croire. Car une femme morte pouvait être bien plus dangereuse qu'une femme vivante. Une femme morte ne laissait pas d'empreinte. Une femme morte n'avait plus de fortune, de maison, de réputation à perdre. Je suis sortie vivante de ce précipice cette nuit-là, mais l'ancienne Léa était morte là-bas. Cette femme naïve, qui faisait confiance à son mari, qui croyait que le système judiciaire la protégerait, était dans cette voiture en feu. J'ai commencé à ramper à reculons à travers les buissons.
Je ne pouvais pas aller au village, à la route principale ou au poste de police. Les bras d'Antoine s'étendaient partout. Mais mon oncle Pierre, consciemment ou inconsciemment, faisait partie de son jeu. Il n'y avait qu'un seul endroit. Un endroit auquel personne ne penserait, un endroit dont Antoine ne connaissait même pas l'emplacement sur la carte. L'ancienne cabane de berger de mon grand-père, où j'avais passé mon enfance. Cette construction en pierre, perdue au fond des montagnes, loin de la civilisation, sans électricité. J'ai immobilisé mon bras cassé contre mon torse à l'aide d'un morceau de ma chemise. La douleur me transperçait le cerveau à chaque pas. Mais je devais marcher. J'ai fait mon premier pas dans l'obscurité, en direction des montagnes. Derrière moi, j'ai regardé les lumières bleues clignoter, pendant qu'Antoine jouait le rôle du mari en deuil. Je faisais le serment de me venger dans l'ombre. Ris, Antoine, murmurai-je dans la nuit. Ris pour l'instant, car quand je reviendrai, je t'arracherai ce sourire. Le chemin était long, la nuit était froide, et moi, je n'étais plus une proie, mais un chasseur blessé. Il y a un dicton en Corse, si tu ne sais pas où tu vas, retourne d'où tu viens. C'est ce que j'ai fait. Je suis retourné à mes racines. La vieille cabane en pierre où mon grand-père non nu m'emmenait chasser quand j'étais petite fille était complètement coupée du monde moderne. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de réseau téléphonique. Seulement des murs de pierre, l'odeur du bois vieilli et le silence. Je ne me souviens pas comment j'ai grimpé jusqu'ici. La douleur était comme un brouillard qui obscurcissait ma mémoire. Tout ce dont je me souviens, c'est cette douleur lancinante insupportable dans mon bras gauche et l'air froid des montagnes qui me brûlait les poumons. Quand j'ai trouvé le vieux coffre dans un coin de la cabane, j'ai compris que la chance ou l'esprit de mon grand-père était toujours avec moi. À l'intérieur, il y avait une vieille bouteille d'eau-de-vie, un couteau rouillé et quelques boîtes d'allumettes. J'ai versé la moitié de l'eau-de-vie sur la plaie ouverte de mon bras. J'ai serré les dents pour ne pas crier, mais je n'ai pas pu retenir les larmes qui coulaient de mes yeux. J'ai bu le reste. La chaleur qui descendait de ma gorge jusqu'à mon estomac était la seule chose qui me faisait sentir que j'étais en vie. Cette nuit-là, j'ai brûlé de fièvre. J'ai vu Antoine dans mes cauchemars. Il venait vers moi, le dossier de signature à la main, en souriant. Tu n'existes pas, Léa, disait-il. Tu n'as jamais existé. Mais au matin, lorsque le soleil a pénétré dans la chambre depuis le sommet des montagnes, la femme qui s'est réveillée n'était plus l'ancienne Léa. J'ai fouillé la poche intérieure de ma veste. Il était là, ce petit clé USB argenté. La preuve numérique des réunions d'Antoine avec ses contacts mafieux, des pots de vin, du trafic qu'il avait mis en place pour vendre cette couleur foncée. Il n'avait miraculeusement pas été endommagé dans l'accident. Mais le vrai problème était que j'étais mort. Et les morts ne peuvent pas aller voir la police. Surtout quand le chef de la police est l'ami d'enfance de votre meurtrier. Je devais élaborer un plan. Mais avant cela, je devais voir ce que faisait mon ennemi. Le deuxième soir, pour ne pas être reconnu, j'ai enfilé une vieille casquette de chasseur trouée que j'avais trouvée dans le coffre de mon grand-père. J'ai caché mes vêtements déchirés sous un vieux manteau que j'ai trouvé dans la cabane. Puis j'ai commencé à descendre la montagne, à travers les ombres, en direction du village de Zonza, le plus proche. J'ai regardé à l'intérieur par la fenêtre du petit café de la montagne. Sur la place du village, la télévision était allumée. Et il était là, Antoine. Il portait un costume noir. Ses yeux semblaient gonflés. À côté de lui se trouvait Pierre Amseae. Vous n'allez pas le croire, mais ma mère. Elle se tenait à côté de sa belle-mère et s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Le bandeau d'information disait: la femme du célèbre homme d'affaires Antoine Orsini a disparu dans un tragique accident. Les recherches se poursuivent. La voix d'Antoine tremblait lorsqu'il s'est adressé au micro. Léa était mon âme sœur. Le fait qu'elle ait succombé à sa guerre psychologique me déchire. Mon seul souhait est de retrouver au moins son corps afin de lui rendre les derniers hommages qu'elle mérite. Je voudrais maintenant vous poser une question. Avez-vous déjà rencontré dans votre vie un menteur professionnel capable de tromper le monde entier en vous regardant droit dans les yeux? Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Avez-vous eu la nausée ou avez-vous été admiratif de son audace? Racontez-moi ce moment dans les commentaires, car en le regardant derrière la vitre, j'ai eu du mal à retenir ma bile. À ce moment-là, j'ai compris qu'Antoine n'avait pas seulement planifié ma mort, il avait aussi prévu de salir ma mémoire. Il allait me faire passer pour une femme instable et suicidaire, et se présenter comme le mari dévoué et souffrant, qui allait passer le reste de ses jours avec sa maîtresse. Non, ai-je dit à mon reflet dans la vitre. Ce n'est pas toi qui écriras cette histoire, Antoine. Je vais te prendre ton stylo. Je ne suis pas entré dans le café. Je ne pouvais pas. Le risque était trop grand. Je me suis fondu à nouveau dans l'obscurité. Le titre de propriété du mouton. C'était la clé de tout. Antoine savait que j'avais hérité de mon père, mais il ignorait un détail crucial. Selon les anciennes lois non écrites de la Corse, j'étais le chef de famille. Et avant de mourir, mon père n'avait pas laissé le titre de propriété, original et incessible de la terre sur l'île.
Il l'avait enfermé dans le coffre-fort d'une banque très spéciale et très ancienne, située boulevard Haussmann à Paris. J'étais le seul à pouvoir ouvrir ce coffre-fort. Et la clé? La clé était autour de mon cou dans le collier que ma mère m'avait donné. J'ai porté ma main à mon cou. La chaîne n'était pas cassée. Le médaillon était là. Antoine avait dû fouiller la maison, faire sauter les coffres, tout mettre à sac. Mais il ne pouvait pas imaginer que ce qu'il cherchait était autour de mon cou, qu'il avait basculé dans le vide avec moi. Ma mission était désormais claire, je devais quitter cette île. Mais les aéroports et les ports étaient truffés de caméras. J'étais recherché partout comme personne disparue. Je ne pouvais pas utiliser ma carte d'identité. Je devais travailler à l'ancienne. Avec les dernières pièces de monnaie dans ma poche, j'ai composé un numéro. Ce numéro appartenait à un vieil ami de mon père que je n'avais pas appelé depuis des années. Marco le Muet. Marco était pêcheur dans le port de Bonifacio. Mais son véritable métier consistait à transporter des cargaisons discrètes vers la Sardaigne ou le continent. Le téléphone a sonné 3 fois. Il a été décroché. Il n'y avait aucun bruit. Seulement le bruit de la respiration. Marco, ai-je murmuré. Je suis la fille d'Orsini. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis cette voix grave et rauque retentit. Les morts ne parlent pas, ma fille. Les morts ne parlent pas, mais ils se vengent, Marco. Je dois passer à Marseille. Ce soir. De nouveau le silence. Minuit. La crique de Santa Manza. Pas de lumière. Pas de questions. Le téléphone s'est éteint. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je quittai la cabane de montagne pour la dernière fois. Je glissai le couteau de mon grand-père dans ma poche et plaçai mon collier sur mon cœur. En bas, dans le port, Antoine buvait peut-être une coupe de champagne en pleurant ma mort. Mais il ne savait pas que le gibier s'était déjà échappé de sa cage. La route vers Marseille, puis vers Paris, serait celle de ma résurrection. Et à mon retour, à mon retour, la tempête que je ferais naître serait plus dévastatrice que les vagues les plus violentes de cette baie. Savez-vous quel est le parfum de la liberté? La plupart des gens disent fleurs fraîches ou matin de printemps. Ils se trompent. Le parfum de la liberté est salé. Il sent le gazole, le poisson et l'eau de mer froide. Du moins, c'était le cas pour moi. Marco, le muet, n'a pas dit un mot. Quand il m'a déposé dans le port industriel de Marseille, entre les conteneurs, il m'a juste fait un petit signe de tête en guise de salut. À ce moment-là, j'ai senti que ma vie en Corse, Léa Orsini, était enfouie dans ces eaux sombres. La femme qui avait débarqué n'était plus qu'un nom. Elle était un objectif. Dans les ruelles de Marseille, j'ai acheté des vêtements d'occasion dans un magasin bon marché ouvert tôt le matin. J'ai jeté mes vêtements déchirés et ensanglantés dans une benne à ordures. Un chapeau à large bord, de grandes lunettes de soleil et un manteau ample. Je n'étais plus cette élégante mariée corse, mais une ombre ordinaire perdue dans le chaos de la grande ville. Aux premières lueurs du jour, j'ai pris le train pour Paris à la gare Saint-Charles. Alors que le TGV filait sur les rails, j'ai regardé mon reflet dans la vitre. Mon bras gauche était bandé, mes côtes me faisaient mal à chaque respiration, mais mon esprit était aussi tranchant qu'un scalpel. Paris, la ville lumière, la ville des amoureux. Mais pour moi, c'était mon champ de bataille. Je ne suis pas allée à l'hôtel. Je ne pouvais pas m'enregistrer. Mon identité était répertoriée comme décédée dans le système. À la place, je me suis changée dans les toilettes de la gare. Je me suis lavé le visage et je me suis rendue directement boulevard Haussmann, à cette grande banque. Le bâtiment de la banque était une immense construction en pierre datant du 19e siècle. L'intérieur sentait le bois de mahogany et l'argent ancien. Le gardien de sécurité a regardé mes vêtements avec suspicion, mais quand il a vu le collier autour de mon cou et la vieille clé dorée que je tenais dans ma main, son attitude a changé. À la salle des coffres, ai-je dit. Ma voix était si autoritaire que j'en ai moi-même été surpris. On m'a conduit au sous-sol, où se trouvaient les épaisses portes en acier. L'agent a ouvert le coffre-fort numéro 304 et m'a laissé seul. C'était le moment. J'entendais les battements de mon cœur dans mes oreilles. Dans cette boîte se trouvait soit mon salut, soit le rêve vain de mon père. J'ai soulevé le couvercle, et il était là, dans un étui en cuir, sur du papier parchemin avec les armoiries de la Corse. Le titulu émaillé, le titre de propriété du domaine. Ce document sacré datant des années 1800, signé par mes ancêtres et portant la mention non vendable, non transférable. Antoine pouvait falsifier autant de signatures qu'il voulait, verser autant de pots de vin qu'il voulait. Dès que ce document serait découvert, même un caillou de ce terrain ne pourrait être déplacé sans mon autorisation. Mais la boîte ne contenait pas seulement le titre de propriété. Au fond, il y avait une enveloppe écrite de la main de mon père et des liasses épaisses de billets reliés par des élastiques, dames francs suisses. Et dans une petite pochette en velours, les diamants de famille. Mon père savait. Il savait qu'un jour, j'en aurais besoin. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Il n'y avait qu'une seule phrase écrite, ma fille, si tu lis ceci, c'est que les loups sont à la porte.
N'aie pas pitié, car eux n'en auront pas. À ce moment-là, dans la froideur de la cave de la banque, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, car je savais que je n'étais pas seule. Je voudrais maintenant vous poser une autre question. Si vous aviez entre les mains une arme nucléaire capable de détruire votre ennemi, l'utiliseriez-vous immédiatement? Ou attendriez-vous le moment opportun, l'instant décisif? J'ai choisi d'attendre. Une action précipitée aurait signifié laisser passer ma proie. Certains d'entre vous diront dans les commentaires à votre place, j'aurais immédiatement appuyé sur le bouton. Mais n'oubliez pas qu'Antoine contrôlait la presse. J'avais besoin d'un pouvoir plus grand, plus inébranlable. Le pouvoir de l'argent. J'ai passé des heures à faire des recherches dans un cybercafé. J'ai enquêté sur ce consortium russe dont Antoine disait que les transactions étaient sur le point d'être conclues. Et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Le dirigeant de ce consortium, Dmitri Volkov, était un oligarque connu pour son obsession de la propreté et son aversion pour les scandales. S'il avait su que le terrain était légalement contesté, il aurait dévoré Antoine tout cru. Antoine avait garanti à Volkov que le terrain était parfaitement légal. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur. Les conversations d'Antoine sur les pots de vin, les tentatives de falsification de signatures. J'ai tout téléchargé sur un compte email anonyme et intraçable. Mais je ne les ai pas encore envoyés. Je devais d'abord me trouver un visage. Un visage qui me représenterait, qui se dresserait face à Antoine et lui dirait cette vente est annulée. J'ai appelé l'avocat spécialisé dans les divorces le plus cher, le plus impitoyable et le plus détesté de Paris, Jean-Luc Bertrand. Son surnom était la guillotine, l'homme qu'Antoine avait escroqué dans le cadre d'un accord commercial et qui attendait l'occasion de se venger. J'ai composé son numéro sur un téléphone à cadran. Monsieur Bertrand, lui et je dis, j'ai une affaire à vous proposer. Mais je ne vous paierai pas en argent. Je vous paierai avec la tête d'Antoine Orsini. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Puis, on entendit son célèbre rire grinçant. Madame Orsini, je vous croyais morte. La mort est je. Répondu en regardant le ciel gris de Paris, n'est parfois qu'une question de perspective. J'ai pris rendez-vous avec Bertrand, mais pas en face à face. Je lui enverrai les documents. Il serait mon fantôme. Il irait au tribunal, déposerait une requête en opposition et transformerait la cérémonie de signature d'Antoine en cauchemar. Cette nuit-là, dans une chambre d'hôtel bon marché des ruelles de Paris, je m'endormis avec la lettre de mon père dans les mains. Qu'Antoine continue à faire mon deuil en Corse. Qu'il trinque dans l'ivresse de la victoire. Car 48 heures plus tard, un coup de téléphone en provenance de Paris allait lui faire ravaler son champagne. La patience, la plus grande vertu du chasseur, mais la plus grande faiblesse de la proie. Antoine était impassible. Il l'avait toujours été. S'il n'obtenait pas ce qu'il voulait quand il le voulait, il devenait comme un enfant gâté et capricieux. Et moi, assise dans ce café, en tant que femme morte, je regardais mon mari célébrer non pas ses propres funérailles, mais le milliard de dollars qu'il allait gagner grâce à mes funérailles. Il était 14 heures. La limousine noire d'Antoine s'égarait devant l'hôtel. Lorsqu'il est sorti de la voiture, son visage ne trahissait aucune tristesse. Au contraire, il marchait comme un empereur ivre de victoire. Il était accompagné d'une armée d'avocats et du notaire qui avait certifié les fausses signatures. 5 minutes plus tard, une autre voiture s'est garée. Une Mercedes noire blindée. Dmitri Volkov en est descendu. Un oligarque russe. Son visage était comme une statue de granit. Il ne souriait pas. Contrairement à Antoine, il n'était pas venu ici pour faire la fête, mais pour conclure une affaire. Ils entrèrent. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était Jean-Luc Bertrand. Autrement dit, la guillotine. Je n'ai pas répondu. Je lui ai simplement envoyé un message, le moment est venu. Je vais maintenant vous raconter ce qui s'est passé dans cette salle de réunion, tel que Bertrand me l'a rapporté mot pour mot par la suite. Car j'ai tellement revécu ce moment dans ma tête que j'avais l'impression d'y être. Monsieur Volkov, a dit Antoine en tournant son stylo Mont-Blanc entre ses doigts. Cette signature n'est qu'une formalité. L'accident malheureux de ma femme a un peu ralenti le processus, mais en tant que tuteur, j'ai tous les pouvoirs. Qu'elle a dit Orsini vous appartient à partir de demain matin. Volkov a hoché la tête. Je n'aime pas les complications, Orsini. J'aime que les choses soient claires. Au moment où Antoine allait poser son stylo sur le papier, les immenses portes en chêne de la salle de réunion se sont ouvertes. Ce ne sont pas des serveurs qui sont entrés, mais Jean-Luc Bertrand et 2 huissiers de justice à ses côtés. Pouvez-vous imaginer la couleur du visage d'Antoine? Comment sa peau bronzée est devenue blanche comme de la craie? Qui êtes-vous? C'est une réunion privée, s'écria Antoine en se levant d'un bond. Bertrand s'est approché de la table avec son célèbre sang-froid. Il a écarté doucement mais fermement le stylo qu'Antoine tenait à la main. Je suis Jean-Luc Bertrand, et je suis venu m'opposer à cette vente. Antoine a ri, un rire nerveux, tendu. Vous vous y opposez? À quel titre? Ma femme est décédée. Je suis son seul héritier légal.
Bertrand a sorti un seul document de sa mallette en cuir. Une copie certifiée conforme du titulu émaillé que j'avais récupéré dans mon coffre-fort. Et il l'a posé au milieu de la table, à côté de la coupe de champagne. Quelle que soit la situation juridique de votre épouse, monsieur Orsini, a dit Bertrand d'une voix glaciale. Ce terrain est protégé par la constitution familiale Orsini datant de 1842. Selon ce document, sans l'accord personnel et la signature manuscrite du membre le plus âgé de la famille, c'est-à-dire son père, puis sa fille, il ne peut être ni vendu, ni hypothéqué. Les procurations des « Je suis désolé, mais elles » ne valent pas plus que du papier toilette face à ce titre de propriété. Volkov a pris le document. Il a marmonné quelque chose en russe. Puis il s'est tourné vers Antoine. C'est ici que je voudrais interrompre la vidéo pour vous poser une question. Avez-vous déjà vécu ce moment où un mensonge s'abat sur vous comme des tonnes de béton? Ou avez-vous déjà observé quelqu'un d'autre vivre ce moment et penser c'est ça, la justice divine? Partagez ce sentiment dans les commentaires, car à ce moment-là, Antoine était littéralement écrasé. Sous ce béton, Volkov a dit « Tu m'avais dit que le terrain était libre de toute charge ». Sa voix était basse, mais elle a suffi à faire trembler tout le monde dans la pièce. Tu m'avais dit qu'il n'y avait aucun obstacle juridique. Antoine a bégayé. Ce document est faux. D'où vient-il? Qui vous l'a donné? Bertrand a ajusté ses lunettes. Le document a été enregistré ce matin aux Archives nationales de Paris par un ami de la famille dont le nom reste confidentiel. Son authenticité est incontestable. Volkov s'est levé. Il a boutonné sa veste. Monsieur Orsini, dit-il en regardant Antoine avec dégoût, je suis un homme d'affaires, pas un joueur. Ne me contactez plus avant que ce problème juridique ne soit résolu. Et priez pour que je ne vous facture pas le temps que j'ai perdu. Volkov et son équipe ont quitté la pièce. Antoine s'est approché de Bertrand. Qui êtes-vous? Pour qui travaillez-vous? Les ennemis de ma femme vous ont-ils engagé? Bertrand s'est contenté de sourire. Ce sourire guillotine. Dames ennemies. Oh non, monsieur Orsini. Parfois, le passé aime ressurgir de sa tombe pour demander des comptes. Je ne suis que le messager. C'était la première fois que je voyais Antoine ainsi. Lui qui était toujours maître de lui, toujours méthodique, se tenait maintenant au milieu du trottoir, sous la pluie, criant désespérément après quelqu'un. Il avait peur, parce qu'il combattait un ennemi invisible. S'il avait eu Léa en face de lui, il aurait su quoi faire, il l'aurait menacé, battu ou tué. Mais il avait un document en face de lui, il avait la bureaucratie, et il y avait une fuite dont il ne connaissait pas la source. Pour l'instant, il ne savait pas que j'étais en vie. Il pensait que c'était l'œuvre d'un rival, peut-être un ancien ami de mon père. Cette incertitude allait le rendre paranoïaque. Elle allait le pousser à connaître des erreurs. J'ai pris une gorgée de café. Il était froid, mais son goût était plus doux que le meilleur vin que j'avais bu de ma vie. Je payai l'addition et me levai. Je retirai mon chapeau. Ce n'était que le début. J'avais fait du mal à Antoine, oui, mais mon but n'était pas de lui faire du mal. Mon but était de le détruire complètement. Il était maintenant temps de passer à la deuxième étape. Suivre l'argent. Révéler les comptes sales qu'Antoine cachait derrière son masque d'homme d'affaires irréprochable. En me fondant dans les rues sombres de Paris, j'ai composé le numéro suivant sur mon téléphone. Cette fois, je n'appelais pas un avocat, mais un hacker, car la meilleure façon de détruire un château n'est pas d'attaquer ses murs, mais d'en saper les fondations. Antoine disait toujours l'argent, c'est le pouvoir, mais il se trompait. L'argent n'est qu'une illusion. À l'ère numérique, toute la vie, toute la réputation et tout le pouvoir d'un homme dépendent de quelques lignes de code et d'une simple touche entrée. L'homme assis en face de moi s'appelle K. Je ne connais pas son vrai nom et je ne veux pas le savoir. C'est Marco le Muet qui me l'a recommandé. K était autrefois un génie de la cybersécurité qui travaillait pour les services secrets français, mais il a été renvoyé pour trop de curiosité. Aujourd'hui, il met ses talents au service de ceux qui en ont les moyens et dont l'histoire est crédible. J'ai posé sur la table le sac en velours que j'avais pris dans le coffre-fort de mon père avec les diamants. K a ouvert le sac et a regardé les pierres. Il a sifflé. C'est cher payé pour la princesse disparue de Corse, dit-il sans quitter l'écran des yeux. Que veux-tu? Les messages de son mari à sa maîtresse? Non, répondis-je. C'est bon pour la presse People. Je veux aller plus loin. Je veux savoir à qui Antoine Orsini a vendu non seulement son lit, mais aussi son âme. Ses comptes secrets au Luxembourg, les traces des pots de vin qu'il a versés pour cette baie, les sociétés écrans qu'il utilise pour échapper au fisc. Tout. Ah, souris. Ses doigts ont commencé à danser sur le clavier. Donne-moi 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, nous avons passé la vie d'Antoine au crible. Et ce que nous avons découvert était encore plus sordide que ce que j'avais imaginé. Antoine n'était pas seulement un mari immoral, c'était un navire en perdition. Dame d'aide de jeu. Dame millions d'euros de billets à ordre auprès de bookmakers illégaux à Marseille. Et le plus douloureux, comment il avait vendu petit à petit l'héritage de ma famille pour rembourser ses dettes. Un nom est apparu à l'écran, Élodie 5e.
Sa maîtresse. Antoine avait mis au nom de cette femme les sacs et les bijoux de luxe que je refusais d'acheter par avarice. Et même un appartement qu'il avait acheté avec mon argent. L'argent prélevé sur mon compte sous le nom de frais de rénovation avait servi à financer les vacances d'Élodie aux Maldives. Arrêtez la vidéo ici et soyez honnête. Si vous voyiez votre conjoint dilapider le fruit de vos années de labeur sous vos yeux, quelle serait votre première réaction? Crieriez-vous ou bien, comme moi, resteriez-vous de marbre en attendant le moment où vous appuieriez sur le bouton supprimer? Racontez-moi ce moment de colère dans les commentaires. K s'est tourné vers moi. Patron, cet homme est une machine à connaître des délits. Si le fisc voyait ses comptes, il le mettrait à sec. Ils les verront. Ai-je répondu. Mais d'abord, faisons-le transpirer un peu. La deuxième étape du plan était la suivante, l'étranglement financier. Depuis l'écran de K, nous regardions la caméra de sécurité du restaurant. Antoine souriait, embrassait la main d'Élodie. Le serveur apporta l'addition. Un montant astronomique. Antoine sortit sa fameuse Black Card. Cette carte était le symbole de son pouvoir. Elle n'avait pas de limite. Le serveur a inséré la carte dans le terminal de paiement. Il a attendu. Il a réessayé. L'expression sur le visage d'Antoine. Il fronça les sourcils comme pour dire il y a un problème. Le serveur se pencha et murmura Monsieur, votre carte est signalée comme volée perdue. La banque nous demande de la confisquer. Antoine a ri. C'est ridicule. Essayez l'autre. Il a sorti une autre carte de son portefeuille. Elle a été refusée. Une autre. Refusée. K gloussa à côté de moi. J'ai bloqué tous ses comptes pour transactions suspectes. Il n'a plus un sou en poche. Les autres clients du restaurant commençaient à se retourner. Élodie s'agitait nerveusement. Antoine, qu'est-ce qui se passe? On se ridiculise. Antoine se mit à crier après le serveur. Je suis Antoine Orsini. Je peux racheter cette banque. Mais ses cris ne payaient pas l'addition. Finalement, il dut retirer la montre de grande valeur qu'il portait au poignet et la laisser en gage. À ce moment-là, c'était pire que la mort pour lui. Car pour Antoine, la réputation était plus importante que respirer. Mais ce n'était que le début. Maintenant, dis-je à K, lance la bombe. K appuya sur la touche entrée. Grâce à cette touche, les relevés des comptes secrets d'Antoine au Luxembourg et aux îles Caïmans, les hommes du maire qu'il avait soudoyés et les documents des sociétés écrans ont été envoyés simultanément à 3 endroits. Au parquet national financier français, aux journalistes d'investigation des journaux Le Monde et Mediapart, et surtout, à la dangereuse mafia des paris sportifs de Marseille. Pourquoi la mafia? Parce que l'État l'aurait jugé et emprisonné. Mais la mafia, lorsqu'elle a appris que son argent avait été gelé, et qu'Antoine était en réalité sans le sou, n'a pas fait appel à un avocat, qu'à s'est adossé à son siège. C'est fini. Je vois déjà les gros titres des journaux demain matin, l'Empire Orsini s'effondre. Je pris mon sac. Je me dirigeai vers la porte. Ce n'est pas encore fini, dis-je. Je dois retourner là-bas en Corse. Cette affaire doit se terminer là où elle a commencé. K était surpris. Y retourner? Tu es fou. La police est à tes trousses, la mafia aussi. Y aller, ce serait du suicide. J'ai mis mes lunettes. Je suis déjà mort, K. Tu as oublié. Mon travail à Paris était terminé. J'avais coupé les vivres d'Antoine. Il était désormais un animal blessé, acculé. Et les animaux blessés sont particulièrement dangereux lorsqu'ils retournent dans leur tanière. J'allais retourner là-bas, dans cette crique. Mais cette fois-ci, pas en tant que victime, mais en tant que véritable propriétaire de cette crique, en tant que chef de famille. Je n'avais pas besoin d'attendre que le téléphone d'Antoine sonne. À ce moment-là, les téléphones ne cessaient de sonner. Mais j'étais sûr qu'ils n'oseraient pas décrocher. Il y a un dicton en Corse, le sang sèche, mais la tâche d'honneur ne part jamais. En quittant Paris, j'ai laissé derrière moi un empire financier réduit en cendres. Antoine était à Marseille, où il tentait de rendre des comptes aux tueurs à gages de la mafia qui se tenaient devant sa porte et à la police financière qui avait fait irruption dans son bureau. Mais ce n'était pas Paris ou Marseille qu'il devait craindre. Ce qu'il devait vraiment craindre, c'était cette terre qu'il avait trahie. Sur l'île, il existe une autorité plus ancienne et plus enracinée que les lois de l'État. La police et les juges les Sagui. Ce sont ces vieillards dont les noms de famille sont gravés dans cette terre depuis des siècles, dont la parole fait loi et qui règle les différends sans passer par les tribunaux. Si le Conseil des Anciens vous déclare traître, vous ne trouverez sur l'île aucun boulanger pour vous vendre du pain, aucun villageois pour vous saluer, ni même aucun gendarme pour vous arrêter. Vous serez complètement ignoré. C'est ce qu'on appelle la mort civile. Ma mission n'était pas seulement de ruiner Antoine, mais aussi de le chasser de ses terres. Et pour cela, il fallait passer par cette table en bois dans ce bâtiment en pierre. Les yeux de la femme s'écarquillèrent. Elle fit le signe de croix. La fille de Maddalena, mais tu es. Je ne suis pas un fantôme, Tisia, dis-je en posant ma main sur la sienne qui tremblait. Je suis juste revenu.
Mateu est là. Mateu, le plus respecté de l'île. L'homme devant lequel même le père d'Antoine boutonnait sa veste. Il me fit rentrer. Dans le grand salon, 5 hommes âgés étaient assis autour de la cheminée. Ils étaient tous vêtus de noir. Leurs visages étaient creusés de rides profondes, comme les rochers de Corse. Quand je suis entré, le silence s'est fait. Ils m'ont regardé comme si un tombeau venait de s'ouvrir et que quelqu'un en était sorti. Léa Orsini, dit Mateu en se levant, appuyé sur sa canne. Sa voix ressemblait au bruissement des feuilles mortes. Nous avons prié pour toi. Nous avons enterré un cercueil vide. Ce cercueil n'était pas pour moi, Mateu, dis-je en marchant vers eux, la tête haute. Ce cercueil était pour l'honneur de la famille Orsini. Et Antoine a essayé de nous enterrer tout dans ce cercueil. Je m'approchai de la table. Je sortis de mon sac le vieux parchemin, le titulu émaillé et les impressions des enregistrements numériques. Mon mari a essayé de me tuer, c'est mon problème personnel, dis-je. Il m'a volé mon argent, c'est mon problème familial. Mais, je pris une profonde inspiration. C'était le moment le plus critique. Mais Antoine Orsini a vendu Caladi Orsini, cette terre arrosée du sang de nos ancêtres, aux Russes et aux trafiquants de drogue marseillais. Et ce faisant, il a ignoré votre volonté, celle de cette assemblée, celle de cette île. Je leur ai présenté les enregistrements. J'ai pointé du doigt la transcription de l'enregistrement dans lequel Antoine disait « Ces vieux ne peuvent rien faire, ils se taisent quand on leur donne de l'argent ». Mateu a pris le papier. Il a mis ses lunettes de lecture. Il a lu. Il l'a passé aux autres. L'atmosphère de la pièce a changé. Même le feu dans la cheminée semblait brûler plus violemment. J'aurais aimé que vous voyiez l'expression sur le visage de Mateu à ce moment-là. Il n'y avait ni colère, ni cri. Seulement une profonde et effrayante déception, suivie d'une décision sans appel. Il frappa violemment le sol avec sa canne. « Omerta » murmura-t-il. La protection d'Antoine Orsini est levée. Savez-vous ce que cela signifie? En Corse, les criminels échappent généralement à la police grâce à l'omerta. Personne ne dénonce personne. Mais lorsque le conseil lève la protection, cette personne devient une proie. Ce soir, dit Mateu, descend sur la place du village. Le commandant de gendarmerie Pierre sera là. Antoine revient aussi. Il s'est enfui de Marseille. Il pense que c'est un refuge sûr ici. Je souris. Nous allons lui montrer que le port est fermé. Arrêtons-nous un instant ici. S'agit-il du droit moderne ou de cette justice ancestrale? Si vous étiez à ma place, préféreriez-vous qu'Antoine soit jugé pendant des années et perde son statut de bonne conduite, ou qu'une communauté l'exclue complètement et le punisse? Certains d'entre vous diront certainement je suis pour le droit. Mais si vous aviez vécu la trahison que j'ai vécue, vous ne trouveriez nulle part ailleurs la justice que vous procure le bruit de cette canne frappant le sol. Je voudrais connaître votre opinion. Antoine est descendu de la voiture. Il a regardé autour de lui. D'habitude, les villageois le saluaient et lui offraient un café. Mais aujourd'hui, la place était silencieuse. Les volets étaient à moitié baissés. Les hommes dans le café lui tournaient le dos. Personne ne le regardait. Antoine comprenait la signification de ce silence. C'était le silence de la mort. Et, cria-t-il au boulanger, donnez-moi de l'eau. Le boulanger, comme s'il ne l'avait pas entendu, baissa complètement son volet. Antoine paniqua. Il se précipita sur son téléphone. Mais il n'y avait pas de réseau. Et puis, les cloches de l'église se mirent à sonner. Les lourdes portes en firent s'ouvrir. Le commandant de gendarmerie Pierre sortit de l'église, accompagné de 2 agents. Mais il n'était pas seul. Derrière lui se trouvait Mateu et le conseil des anciens. Et derrière eux, j'étais là. Je portais une robe noire. Je n'avais pas de voile de deuil sur la tête. Mon visage était découvert. Quand Antoine m'aperçut, il trébucha sur place. Il s'agrippa à sa voiture. Ses yeux semblaient sortir de leurs orbites. Un fantôme, murmura-t-il. Tu es morte? Je me suis avancé vers le milieu de la place. Le vent faisait voler ma jupe. Oncle Pierre a baissé la tête. Il ne pouvait plus protéger Antoine. Le conseil avait pris sa décision. Je ne suis pas morte, Antoine. Dis-je, ma voix résonnant sur la place. Mais je ne peux pas en dire autant de toi. Je levai le document titulu émaillé que je tenais dans ma main. Ces terres ne sont pas à vendre. Et moi, Léa Orsini, en tant que protectrice de ces terres, je t'expulse de ma maison, de ma famille et de cette île. Antoine essaya de rire. Il était en pleine crise de nerfs. Tu es folle. Cette femme est folle. Pierre, arrête là. Elle a saboté ma voiture, elle a mis en scène sa propre mort. Oncle Pierre fit un pas vers Antoine. Mais il tendit les menottes non pas vers moi, mais vers Antoine. Antoine Orsini, dit Pierre d'une voix tremblante. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur votre épouse, falsification de documents et collaboration avec des organisations criminelles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les menottes, c'était le plus facile. Le plus dur, c'était que personne dans le village ne lui ait dit bon courage.
quand il est monté dans la voiture de police. Antoine m'a regardé en montant dans la voiture. Il n'y avait plus d'arrogance dans son regard, seulement une peur pure et simple, car il savait que ceux qui l'attendaient en prison ne seraient pas aussi cléments que moi. La mafia marseillaise n'avait pas récupéré son argent, et les prisons étaient des endroits parfaits pour recouvrer des dettes. Alors que la voiture s'éloignait, Thiou Matteux s'approcha de moi. Il posa sa main sur mon épaule. « Bienvenue chez toi, ma fille, dit-il. Il est temps de faire le ménage. » Oui, il était temps de faire le ménage. Il était temps de démolir ce chantier illégal dans la baie, de brûler ses faux contrats. Mais j'avais un pressentiment. Même en prison, Antoine continuerait à répandre son venin. Un serpent blessé n'est pas mort tant que sa tête n'est pas écrasée. Et nous n'avions pas encore écrasé sa tête. Vous connaissez ce moment où vous rentrez chez vous et vous sentez que cette maison n'est plus la vôtre. Les murs sont les mêmes, les meubles sont les mêmes. Mais l'atmosphère a changé. Lorsque j'ai ouvert la porte de la villa et que je suis entré, ce n'est pas l'odeur de lavande que j'aimais tant qui m'a accueilli. L'intérieur empestait la fumée de cigares, un parfum féminin cher mais sans goût. La trahison. Antoine avait commencé à changer la maison, même pendant la courte période qui a suivi ma mort. Les rideaux que j'avais choisis avaient été retirés et remplacés par des stores modernes et froids. La bibliothèque de mon père avait été vidée et remplacée par un immense meuble télévision. Il y avait une trace de rouge à lèvres sur le canapé blanc du salon. La marque d'Élodie. À ce moment-là, j'ai cru que quelque chose allait se briser en moi, que j'allais pleurer, que j'allais déchirer ce coussin. Mais non, je ne pleurais plus. J'avais seulement la nausée. Cette maison était mon refuge. Mais elle avait été envahie, souillée. Et la seule façon de reprendre possession d'un château fort, c'est de brûler les traces des envahisseurs. Mais je ne devais pas seulement brûler des objets. Il y avait aussi les complices d'Antoine. La main qui avait apposé cette fausse signature, le sceau qui l'avait validé et les engins de chantier qui attendaient pour tout détruire. Ma première cible, Maître Valery, le notaire respecté. De Lille. Maître Valery, lorsqu'il m'a vu devant lui, n'a pas eu l'air de voir un fantôme. Pire encore, il s'est effondré comme un homme qui voit sa fin arriver. Madame Orsini, balbutia-t-il. Je n'ai fait qu'exécuter la procuration qui m'avait été confiée. Je ne pouvais pas savoir que la signature était fausse. Monsieur, Antoine était très convaincant. Bertrand sortit un dossier de son sac et le posa bruyamment sur la table en bois de rose. Vous ne pouviez pas le savoir, n'est-ce pas, maître? Dit Bertrand. Et les 50 000 euros qu'Antoine Orsini a versés sur votre compte personnel sous le nom de frais de service, étaient-ils aussi convaincants? Le visage de Valery devint livide. Écoutez, dit-il en se frottant les mains. Nous pouvons nous entendre. Je peux témoigner. Je dirai qu'Antoine m'a forcé. Ne brûlez pas ma licence. Il ne me reste que 2 ans avant la retraite. Je me suis penché vers la table, comme Léa. Je l'ai regardé dans les yeux. À ce moment-là, il n'y avait plus seulement une femme et un notaire dans cette pièce. Il y avait un chasseur et une souris prise au piège. Je voudrais vous poser une question. Devant vous se tient l'homme qui a apposé son sceau officiel sur le mensonge qui a ruiné votre vie. Et il vous supplie. Je ne faisais que mon travail. Dit-il. Que feriez-vous? Le pardonneriez-vous en disant tout le monde fait des erreurs? Ou lui retireriez-vous ce sceau pour toujours? Écrivez dans les commentaires les limites de votre compassion, car les miennes ont été fixées ce jour-là. Pas d'accord, maître. Je dis calmement. Ces 50 000 euros n'étaient pas votre prime de retraite, mais votre prix du silence. Et maintenant, ce silence a été rompu. Bertrand a pris le téléphone qui se trouvait devant le notaire. Ligne de l'inspection générale du ministère de la Justice. Dit-il. Voulez-vous avouer de votre propre bouche, ou devons-nous le faire à votre place? Valery a pris sa tête entre ses mains et s'est mise à pleurer. Ce jour-là, lorsque nous avons quitté ce bureau, la Corse avait perdu un notaire, mais la justice avait remporté une petite victoire. La deuxième cible était Élodie. Je n'avais pas besoin d'aller à Paris pour la joindre, car dès qu'elle serait à court d'argent, elle me retrouverait. Et elle m'a retrouvé. Dans l'après-midi, le téléphone de la villa a sonné. Le numéro était masqué. J'ai décroché. Antoine? Antoine, c'est toi. Dis quelque chose, s'il te plaît. Ils ont gelé mes comptes. Les huissiers sont venus à la porte de mon appartement. Mes cartes de crédit ne fonctionnent plus. Que se passe-t-il, bon sang? La panique, le désespoir dans sa voix. Il ne restait plus rien de cette femme arrogante qui, autrefois, sabrait le champagne dans les restaurants les plus luxueux de Paris avec mon mari. Antoine ne peut pas répondre au téléphone pour le moment, Élodie. Ai-je dit d'une voix glaciale. Il est l'invité de l'État. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Elle retint son souffle. Qui êtes-vous? Je suis la femme que tu croyais morte, dont tu n'as pas fait le deuil, dont tu as dépensé l'argent et dont tu as volé le mari. Léa Orsini. Léa. Écoute, je ne savais rien. Antoine m'a dit que tu étais malade.
qu'il voulait divorcer, mais que tu ne le laissais pas faire. Tais-toi, Élodie, dis-je. Je l'interrompis brusquement. Tu n'es pas innocente. L'appartement, les voitures, les bijoux qu'Antoine a achetés avec mon argent. Tout cela a été acquis grâce à des revenus illicites. Tu vas donc être jugée pour recel. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis enceinte. Cette phrase. Je me suis arrêtée un instant. Elle était enceinte d'Antoine? Si j'avais été l'ancienne Léa, j'aurais peut-être été triste. J'aurais peut-être eu pitié. Mais j'étais cette femme qui était tombée dans le précipice. Alors prends bien soin de ton enfant, Élodie, lui dis-je, car son père va passer beaucoup de temps en prison. Je te conseille de trouver un travail pour que sa mère ne se retrouve pas à la rue, car tu seras expulsé de cet appartement demain matin. Je lui ai raccroché au nez. Étais-je impitoyable? Peut-être. Mais la justice est parfois une épée tranchante. Elle peut couper celui qui la tient comme celui qui se trouve en face. Je suis sortie sur le balcon de la villa. Le soleil se couchait. En bas, dans la baie de Caladi Orsini, les énormes engins de chantier étaient toujours là. Leur moteur était éteint. Mais ces amas de métal jaune ressemblaient à des taches au milieu de mon paradis. Antoine était en prison. Le notaire avait terminé. Élodie était dans la rue. J'avais gagné ma bataille contre les hommes. Mais la véritable guerre, la plus grande, celle entre la nature et le béton, n'était pas encore terminée. Tant que ces machines ne seraient pas parties, l'âme de mon père ne trouverait pas la paix. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Je devais passer un dernier appel. Cette fois-ci, ce n'était pas à un avocat ou à un hacker, à quelqu'un de beaucoup plus puissant, au peuple lui-même, car un titre de propriété ne suffisait pas pour protéger une crique. Il fallait une armée pour la défendre. Un titre de propriété prouve la propriété sur le papier. Mais pour savoir à qui appartient un terrain, il ne faut pas regarder les papiers, il faut regarder les pieds qui foulent ce terrain. Antoine était en prison, oui. Mais le consortium russe et ses partenaires marseillais à qui il avait vendu la baie n'allaient pas abandonner si facilement. Derrière les horribles barrières métalliques qu'ils avaient installées à l'entrée de la baie se trouvait la société de sécurité privée. Je dis sécurité privée, mais comprenez plutôt mercenaires. Avec leurs matraques, leurs armes à la ceinture et leur expression ne nous cherchez pas. Sur le visage, ils protégeaient mon paradis. Selon eux, leur contrat était toujours valable. La procédure judiciaire pouvait durer des années et ils prévoyaient de construire et de terminer l'hôtel pendant ce temps. Ils allaient mener le projet à bien. Mais ils avaient oublié une chose, nous n'étions pas à Paris. Nous étions en Corse. Nous nous sommes arrêtés à 50 mètres des barrières. Le chef de la sécurité en face de moi, un homme corpulent au cou tatoué, a crié dans un mégaphone. Ceci est une propriété privée. Faites demi-tour, sinon nous utiliserons la force. Un murmure s'éleva de la foule derrière moi. Ce n'était pas le bruit du vent, mais le grognement d'un peuple. Thioumateux, malgré son âge avancé, s'est approché de moi. Il a frappé le sol avec sa canne sur cette terre dure et rocailleuse. Cette terre, a-t-il dit d'une voix tonitruante, a été arrosée de notre sang, mon garçon. Pas de l'encre de ton patron. Le chef rit. Mon travail consiste à vous tenir éloigné d'ici, vieillard. Si nécessaire, il porta la main à l'arme qu'il portait à la ceinture. C'était le moment critique. Que feriez-vous à ma place? Reculeriez-vous face à une force armée ou avanceriez-vous vers le canon de l'arme pour défendre votre cause? Vous pouvez dire je ne suis pas un héros. Mais croyez-moi, quand votre maison est envahie, il y a un lion qui sommeille en chacun de vous. Soyez honnête dans vos commentaires, jusqu'où iriez-vous? Je n'ai pas reculé. J'ai fait un pas en avant. J'ai regardé l'homme droit dans les yeux. Tire, lui, et je dis calmement. Tu peux me tirer dessus. Mais as-tu assez de balles pour tirer sur les 500 personnes derrière moi? L'homme a hésité. Son regard a balayé la foule. Il a vu non seulement les villageois, mais aussi les silhouettes qui apparaissaient sur les collines. Les chasseurs de Corse. Ils étaient postés sur les rochers, armés de fusils à lunettes. Ils ne visaient pas, ils observaient. Simplement. Mais le message était clair, un seul faux pas, et cette barrière deviendrait votre tombeau. Le chef de la sécurité déglutit. Il retira sa main de son arme. Il murmura quelque chose dans son talkie-walkie. Et puis, le miracle se produisit. Les barrières ont été ouvertes. La foule s'est engouffrée à l'intérieur comme un torrent. Mais pas pour piller, ni pour détruire. Juste pour exister. Ils ont encerclé les engins de chantier. Les opérateurs, pris de panique, ont quitté leur véhicule et se sont enfuis. Je me suis dirigé vers l'extrémité de la baie, là où la mer rencontre la terre. Sous l'olivier préféré de mon père, j'ai sorti un document de ma poche. Ce n'était pas un document provenant du tribunal ou du cadastre, c'était la décision que j'avais prise lors de ma dernière démarche à Paris. Auprès du ministère de l'Environnement, je me suis retourné vers la foule. J'ai brandi le document que je tenais dans ma main. Écoutez, ai-je crié. Ma voix couvrait le bruit des vagues. À partir d'aujourd'hui, Caladi Orsini n'appartient plus uniquement à la famille Orsini.
Cet endroit est officiellement déclaré zone naturelle protégée. Applaudissements, cris, larmes. Les gens s'embrassaient, embrassaient le sol. Savez-vous ce que cela signifie? Ai-je poursuivi. À partir de maintenant, on ne pourra plus construire le moindre clou ici, encore moins un hôtel. Cet endroit est l'héritage des oiseaux, des poissons et de nos enfants. Pour toujours. Le projet russe d'1 milliard, les rêves sordides d'Antoine. Tout cela a été enterré dans l'histoire grâce à ce bout de papier et à la volonté du peuple. Ce jour-là, les engins de chantier ont fait demi-tour, honteux, et ont quitté les lieux. Alors que ces amas de métal jaune s'éloignaient, la nature elle-même semblait pousser un profond soupir. Le vent s'est calmé, la mer s'est apaisée. Mais mon travail n'était pas encore terminé. Une bataille avait été gagnée, mais le règlement de compte n'était pas encore terminé. Antoine était en prison, certes. Mais je devais l'affronter une dernière fois. Je devais le regarder dans les yeux et lui montrer que ce qu'il avait perdu n'était pas seulement un terrain, mais une vie. Et puis, il y avait cette histoire de bébé, dont Élodie avait parlé. Était-elle vraiment enceinte ou s'agissait-il d'une dernière manipulation? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Nous nous dirigeons maintenant vers la finale. L'endroit où tout a commencé et où tout va finir. La prison. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais la justice. La justice est un festin servi chaud et dont le goût reste en bouche. La dernière fois que j'ai vu Antoine, il était embarqué dans le fourgon de police sur la place du village et il me maudissait. Aujourd'hui, l'homme assis derrière cette épaisse vitre par balle n'avait plus rien à voir avec l'ancien Antoine. Ses cheveux étaient devenus blancs. Ses épaules, toujours droites, étaient affaissées, et ses yeux étaient cernés. La tenue grise des détenus qu'il portait lui allait beaucoup mieux que les costumes italiens qu'il portait autrefois. Il décrocha le combiné. Ses mains tremblaient. Je décrochai à mon tour. « Léa », dit-il d'une voix rauque. Il avait la voix cassée par la cigarette et les cris. « Tu es venu. »« Je suis venu, Antoine. » ai-je répondu. « Je t'ai apporté un cadeau. » Je sortis une enveloppe de mon sac et la posai contre la vitre. C'était l'acte de divorce. Le document officiel qui mettait fin à notre mariage en une seule audience pour faute grave. Et bien sûr, la décision concernant le partage des biens zéro. Tout avait été saisi car acquis de manière frauduleuse et constituant le produit d'un délit. Les dettes restantes incombaient personnellement à Antoine. Antoine a regardé le document, puis m'a regardé. J'ai cherché dans ses yeux une trace de son ancienne arrogance, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que de la peur. « Élodie » murmura-t-il. « Tu l'as jointe, mon bébé. Je vais avoir un fils. » Je souris, un sourire amer. « Ah, Élodie, dis-je, ta fidèle amante. Sais-tu ce que font les gens quand le navire coule, Antoine? Ils courent chercher leur gilet de sauvetage. Élodie a fait de même. Elle a conclu un accord avec le procureur. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. Quel accord? Elle a personnellement révélé tous les transferts d'argent illégaux, l'emplacement du livre de pot de vin et la falsification de signatures. En échange, elle a obtenu l'immunité. Et pour ce qui est du bébé, je m'interrompis. Insister à sa chute était moins satisfaisant que je ne l'avais imaginé. Car devant moi, ce n'était pas un monstre, mais un homme pitoyable. Le bébé est réel, dis-je. Mais Élodie a refusé d'enregistrer le nom de famille Orsini. Elle ne voulait pas que l'enfant naisse avec les dettes de son père en prison. Cet enfant ne te connaîtra jamais, Antoine. Il ne saura même pas que tu existes. Antoine a laissé tomber le combiné. Il a pris sa tête entre ses mains et, derrière le verre froid, il s'est mis à pleurer, les épaules secouées de sanglots. À ce moment-là, le dernier nœud en moi s'est défait. Je n'ai pas eu pitié de lui. Je ne l'ai pas détesté. Il est simplement devenu insignifiant. Pour moi, il n'était plus qu'un mauvais souvenir du passé, un visage effacé sur une vieille photo. Je reposai le combiné. Adieu Antoine, dis-je, sachant qu'il ne pouvait m'entendre. J'espère que derrière ces 4 murs, tu apprendras à quel point la liberté est précieuse. Je me suis retournée et j'ai marché dans ce couloir gris vers la sortie, vers la lumière. À chaque pas, je me sentais un peu plus légère. Aujourd'hui, cela fait exactement 1 an que ce cauchemar est terminé. Coy s'en est sortie. Elle ne s'en est pas seulement sortie, elle est née à nouveau. J'ai poussé l'héritage de mon père encore plus loin et j'ai transformé cet endroit en un centre de réadaptation où les femmes et les enfants, victimes de violences, peuvent se rétablir et se reconnecter avec la nature. Cette ville-là luxueuse, je l'ai vendue. Je ne pouvais pas vivre avec l'odeur de la trahison imprégnée dans ses murs. Avec cet argent, j'ai créé ce centre et j'ai distribué le reste aux autres victimes d'Antoine, aux petits commerçants qui l'avaient escroqué. J'ai restauré l'ancienne cabane en pierre de mon grand-père. J'y vis. Mon électricité provient de panneaux solaires, mon eau d'une source. Le matin, je me réveille au chant d'oiseaux et le soir, je contemple le magnifique coucher de soleil, la conscience tranquille. Antoine est toujours en prison. Il a été condamné à 12 ans de prison.
Elodie, quant à elle, vit dans la banlieue parisienne et travaille comme serveuse pour subvenir aux besoins de son enfant. Je lui envoie parfois de l'argent en secret, dans des enveloppes anonymes. Pourquoi? Parce que ce bébé est innocent. Et peut-être que dans cette histoire, le seul gagnant devrait être cet enfant. C'était mon histoire. L'histoire d'une victime qui est devenue une chasseuse, d'une femme au foyer qui est devenue une guerrière. Je suis tombée, j'ai saigné, je suis morte et je suis née à nouveau. Et maintenant, je vous pose la question une dernière fois, justice a-t-elle été rendue? Le fait qu'Antoine est pourri dans cette cellule valait-il la peine de vivre la peur que j'ai vécue? Ou suis-je devenue aussi cruelle que lui? Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé le lion endormi, qui sommeille en vous, partagez cette vidéo. Partagez-la pour que les autres Léa du monde entier sachent qu'elles ne sont pas seules. Je m'appelle Léa Orsini. Et ceci était la fin de mon silence.